Bonjour, je suis François Sestier, directeur du programme de médecine d'assurance et expertise en sciences de la santé à l'Université de Montréal. Ce programme, offert depuis janvier 2000, a connu un succès soutenu. Ses objectifs sont doubles. D'une part, donner une formation médico-légale solide pour permettre aux médecins faisant de l'expertise de donner une opinion indépendante et bien fondée pour éclairer la justice. D'autre part, donner une formation appropriée aux médecins faisant de la médecine d'assurance ou de contrôle. Outre le micro-programme, cette formation s'est complétée. Il offre ainsi maintenant un DESS, une maîtrise et un doctorat, ainsi qu'une version internationale distribuée par Internet. Il est maintenant ouvert à tous les professionnels de la santé. Une version en langue anglaise est même à l'étude. Cette formation unique en Amérique du Nord est flexible. Elle est basée sur des cours enregistrés et disponibles sur cassette vidéo, sur CD ou sur le web, ce qui minimise ainsi les déplacements à l'université. Nous espérons que ce programme saura vous intéresser. En voici quelques extraits et à très bientôt, j'espère. Je ne suis pas peu fier, Georges, et très reconnaissant, non seulement à vous, mais également à Sestier, que l'Université de Montréal, en appui avec les autres universités du Québec, les autres facultés de médecine du Québec, s'embarque dans une telle démarche. Je crois en effet que nous devons répondre à des impératifs sociaux. En voilà un, typiquement faculté de médecine. C'est presque un peu surprenant que l'on n'ait pas fait cela avant. Alors, chers collègues, chers amis, je vous souhaite de passer avec nous des semaines pleines d'intérêt. Je sais que nous nous rencontrerons pour des stages avec des superviseurs de stage. Ça ne sera pas que de l'audiovisuel. Et dites-vous bien que vous en retirerez ce que vous investirez dans ce cours. Merci. Merci beaucoup, M. le doyen Vinet. Quelques mots d'introduction, chers amis. Pour vous préciser qu'un médecin expert est un témoin expert, c'est-à-dire une personne qui vient éclairer la cour ou des instances administratives sur un sujet qui demande des connaissances spécialisées. C'est donc un médecin qui vient donner une opinion. Un expert à qui on demande de calculer un facteur de bilatéralité doit se comporter. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, pour répondre à cette question, oui, on va se poser en effet la question « Qu'est-ce que c'est qu'une atteinte bilatérale? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un expert devrait-il autoriser un facteur d'accroissement? » Dans chaque cas où vous aurez à faire une expertise, l'invalidité est généralement sujette à une définition spécifique. Parfois, l'invalidité peut être très étroite, alors que d'autres fois, elle peut être très large, de sorte que... Ça, ce sont les qualités pour rédiger un bon rapport. Nous verrons les détails plus loin. Mais il y a aussi des qualités... Au Collège des médecins, pourriez-vous nous expliquer qui s'occupe principalement du respect du code de déontologie? Et c'est à ce moment qu'on va parler, qu'on aborde les enquêtes du syndic et le comité de discipline, qui est le point 4 à notre cours. Docteur Mercure, dites-nous donc quels sont les pouvoirs du syndic et comment se fait le processus des enquêtes. En fait, le Code des professions prévoit que chacun des ordres doit nommer un syndic ou encore un syndic et des syndics adjoints, tout dépendant de Docteur Fortin, pourriez-vous nous expliquer c'est quoi la distinction entre l'objectivité et l'impartialité? Parce que parfois, les experts ont de la difficulté avec ces deux notions. Effectivement, on s'est questionné sur ce qu'on peut demander d'un expert. Est-ce qu'on peut lui demander d'être objectif? Et peut-être pour commencer, je vais vous demander de dire un peu, de vous présenter le plan de cours, finalement, de quoi va-t-on parler dans ce vidéo? Au fond, ce qu'on voudra examiner, ce sont des questions liées à ce concept très large de l'assurance santé. On verra que le médecin peut très bien témoigner dans le cadre d'un procès civil en responsabilité, mais il peut avoir également, je pense, le procureur de la Couronne peut initier un recours pénal contre un médecin, par exemple. C'est la Couronne là, qui requiert... À ce moment-là, ça relève du droit pénal. Donc, ce sont deux procès qui vont cheminer en parallèle. Oh, ouais. Et le sort d'une procédure ne détermine pas le sort de l'autre. Un peu les enjeux de la génétique. Je vais vous demander d'emblée d'expliquer un peu votre plan de cours et comment vous allez diviser votre exposé. Oui, dans les quelques heures où nous serons ensemble, je prévois faire une démonstration au début, très rapide, n'étant pas médecin, mais quand même pour vous démontrer la complexité de la génétique moderne.
Ensuite, aller un peu dans le droit, le code civil. À cause de la loi, il y a un montant minimum qui est payé, qui est indemnisé à toutes les fois qu'on a une lésion professionnelle. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, si vous avez une atteinte permanente de l'interphalangienne proximale du 5e dos. Est-ce qu'on peut donner à 2 ans un minimum, puis revenir après pour ajouter les séquelles ultérieures qui vont apparaître? Ou... Exactement, c'est ce qui va être fait. Donc, à 2 ans, si la lésion n'est pas encore stabilisée, n'est pas encore consolidée, on va demander au médecin de nous dire quelles sont les séquelles qui sont déjà présentes et qui vont demeurer sans aucun doute permanentes. On va Merci beaucoup, Dr Mercure, Dr Fortin, Dr Goulet, pour votre contribution à ce cours. Je pense que vos conseils sont tous judicieux et j'espère qu'ils seront suivis à la lettre par nos médecins experts dans leurs prochaines expertises et durant leur carrière d'experts. Et comme d'habitude, vous pouvez poser, bien entendu, vos questions à nos invités d'aujourd'hui de la façon habituelle.